Alors, domestication des animaux et transition alimentaire néolithique, ça paraît être un tout petit sujet, mais en fait c'est un sujet très très vaste et je ne sais pas si je vais aller jusqu'à vous expliquer pourquoi et comment on mange aujourd'hui en vous parlant de choses qui se sont passées il y a 10 000, 12 000 ans, qui sont assez anciennes, mais qui conditionnent quand même notre vie d'aujourd'hui. Alors, je vais découper mon exposé en 5 parties, comme vous le voyez ici, vous donner quelques éléments sur comment l'archéologie peut parler de l'alimentation, quelques éléments sur ce que nous dit en général l'archéologie sur l'alimentation d'origine animale. Hein, vous l'avez là, dans l'animal, tout se mange. On pourrait mettre tout est bon, mais ça, c'est une affaire de goût et ça n'est pas une objectivité scientifique à laquelle je vais essayer de coller pendant mon exposé. La domestication des animaux, je vais vous raconter un petit peu ce qu'on en sait. Et surtout dans la perspective de ce changement alimentaire qui a été provoqué par cette domestication et cette transition néolithique. Et puis, je vous dirai quelques mots pour terminer sur ce que j'appelle maintenant le mystère de la lactase, hein, parce que je comprends toujours pas bien. Je vous expliquerai pourquoi. Je comprends toujours pas bien pourquoi le lait a été très rapidement et très tôt un aliment majeur et comment l'humanité a pu faire face, ou plutôt, je crois comprendre, mais je vous expliquerai ça. Donc, je vais essayer de ne pas me tromper. Voilà, c'est ça. Alors, archéologie de l'alimentation. L'archéologie, ça commence là. Ça commence les mains dans la terre, ça commence sur la fouille, et c'est ce qu'on va sortir de terre qui va nous parler de ce que les gens mangeaient il y a longtemps, parfois très longtemps. Alors, ce qu'on va trouver dans la terre, c'est plein de choses qui nous parlent indirectement de l'alimentation, mais il y a des éléments qui parlent plus directement de l'alimentation. Ce sont finalement les poubelles, les déchets, les ossements des animaux qui ont été consommés et qui sont regroupés dans les dépotoirs de nos sites archéologiques. Et ça se présente sous cette forme, c'est-à-dire un ensemble de morceaux d'os tout cassés. On pourrait dire tout laid. Oui, c'est pas très joli, c'est vrai, c'est pas très attractif. C'est moins joli que les belles poteries ou que la joaillerie de l'âge du fer. Mais ça parle beaucoup, et ça parle beaucoup d'une part. Et c'est pour ça que j'ai mis cette diapo, parce qu'on en trouve des quantités considérables. Donc ça permet non pas de raconter des anecdotes, c'est toujours intéressant les anecdotes, et puis on aime bien en archéologie, mais surtout de tirer des faits majeurs, des faits historiques, et c'est surtout ça dont je vais vous parler. Et puis, la deuxième caractéristique, vous la voyez par exemple, sur cet os-là, c'est que chacun de ces vestiges, chacun de ces éléments de vaste collection est pourvu d'une information sur son origine. Un bout d'os sans origine, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas un élément sur lequel je vais pouvoir fonder un discours scientifique. Cette origine, alors c'est pas écrit dessus la date, qui l'a touché, qui l'a mangé avec une fourchette ou sans fourchette, c'est pas du tout ça, mais c'est écrit où on l'a trouvé, dans quel niveau archéologique, dans quel contexte par rapport au foyer, à la maison, à tel autre bâtiment technique, etc. C'est ça, ce que nous on appelle le contexte, qui pour nous en archéologie est fondamental. Donc contextualisation et grande masse d'informations qui vont nous permettre de tirer des informations qui sont des faits historiques, ou du moins qu'on va souhaiter interpréter comme des faits historiques. Alors voilà, on leur fait subir tout un tas de choses. Ça, c'est ma table de travail il y a quelques années. Vous voyez qu'on les trie, on les mesure, on les colle, on leur fait un tas de choses à ces pauvres os, de façon à ce qu'à terme, ils puissent livrer cette information. Et ça, c'est le troisième fait majeur qui fait la richesse de ces ossements animaux. C'est que, alors pardon, sur le contexte, je vous ai parlé que de contexte qu'on appelle nous anthropique, hein, c'est-à-dire qu'on est dans des villages. Ces animaux, ce n'est pas n'importe quels animaux qui se baladaient dans la nature, c'est des animaux qui ont été consommés, donc ça c'est évidemment l'élément important. Et puis ces ossements animaux, eh bien, ils réunissent une foule d'informations que j'ai résumées ici. La forme générale de l'os, alors là vous avez bien vu, c'est une mâchoire, vous avez peut-être vu même que c'était une mâchoire de ruminant, et comme il n'y a pas d'échelle, c'est pas facile, mais c'est une mâchoire de mouton, ou plutôt un morceau de mâchoire inférieure de mouton, de mandibule, qui a été cassé, vous voyez, un petit peu abîmé à différents endroits. Mais la forme anatomique qui reste, qu'on peut comparer à des collections de références, à des ossements actuels qui vont nous donner la forme qu'a la mâchoire de mouton, va nous permettre d'identifier
c'est-à-dire de donner un nom d'espèce à l'animal dont vient cet os. Hein, c'est la première flèche ici, l'espèce animale, sa forme générale. La morphologie fine qu'on étudie avec des techniques maintenant extrêmement, alors sophistiquées non, c'est pas très sophistiqué, hein, c'est juste de la modélisation de forme, mais ça permet de voir des choses que l'œil ne voit pas et qui nous permettent de distinguer des lignées différentes, alors que l'œil est totalement incapable de distinguer la lignée de moutons qui est arrivée en premier sur la façade atlantique de la lignée de moutons qui est arrivée en premier sur la façade méditerranéenne, sur nos côtes françaises. Donc ces différences morphologiques fines, elles sont extrêmement importantes, de plus en plus importantes, puisque maintenant on les analyse avec des outils très pointus. Et puis, il y a des dents. Alors des dents, vous savez que chez les mammifères, il y a des dents de lait, puis ces dents de lait tombent, sont remplacées par des dents définitives. Et puis c'est chez des animaux de ce type qui ont des dents à croissance prolongée au cours de la vie, la dent s'use, et la hauteur de la dent, son degré d'usure, va nous permettre d'identifier, de déterminer une tranche d'âge durant laquelle l'animal est mort, et j'interprète tout de suite, a été sacrifié pour être consommé, hein, bien sûr, et c'est ça nous intéresse. Ça ne nous parle pas tant de l'animal, ça nous parle de l'homme surtout, et c'est ça qui est intéressant évidemment à travers ce vestige. Donc les âges d'abattage, on peut identifier, alors pas sur cette pièce-là, mais on peut identifier le sexe. Là aussi c'est important de savoir si on tuait plutôt des mâles et des femelles et à quel âge on les tuait, je vais y revenir. Et puis il y a des choses qui apparaissent indépendamment de la forme anatomique originelle. Ce sont des traces que l'os a acquises au cours de sa vie post-mortem, après l'abattage de l'animal. Vous voyez ici, j'ai souligné avec des petites flèches blanches, vous avez des rayures qui se prolongent même sur les dents, hein. Des rayures de silex, hein, ce sont des traces de découpe ou plutôt de décarnisation, c'est-à-dire qu'on a retiré la viande pour la consommer. Donc ça nous parle de ce qui se passe au moment où on cuisine et où on mange, hein. Donc là aussi, on a tout un volet du comportement alimentaire humain qui va transparaître. On a aussi, ça c'est pas toujours conservé, mais sur les os, des traces de brûlure. Vous voyez cette coloration ici, elle est liée simplement au fait qu'une fois qu'une partie de la viande a été retirée, cet os a été cuit et le reste de viande avec lui, et que la partie ventrale de cette mandibule a été directement en contact avec la chaleur de la flamme ou avec des braises. Et donc là, on a des informations sur la cuisson des pièces de viande. Et puis on peut aussi aller plus dans l'intimité de la matière pour identifier des marqueurs. Vous connaissez bien sûr le carbone 14, hein, ça c'est formidable parce que sur nos ossements, on peut dater directement l'os, qui est plus difficile sur des objets de métal ou sur des objets de céramique, hein, parce que dans ces os sont conservés des restes de la molécule organique qui forme la trame de l'os, qu'on appelle le collagène. Et dans ce collagène, il y a du carbone, et on peut doser le carbone 12 par rapport au carbone 14, donc avoir une idée, même une mesure, de l'ancienneté, de la date à laquelle l'animal est mort. Et puis il y a d'autres éléments, traces qu'on peut extraire, bien sûr les molécules anciennes telles que l'ADN, hein, qui va nous permettre là aussi de retracer par exemple des circuits de distribution des lignées de moutons dans l'espace et dans le temps, des marqueurs isotopiques, j'y reviendrai à la fin de mon exposé, qui permettent de reconstituer notamment l'environnement dans lequel l'animal a mangé et les types d'aliments qu'il a consommés. Donc un grand nombre d'informations, c'est pas exhaustif, mais un grand nombre d'informations sur le même os. Ça veut dire que ces informations sont corrélées sur le même os ou dans la même collection et qu'elles vont permettre de construire un discours justement historique que j'évoquais tout à l'heure. Alors, que nous racontent ces ossements archéologiques? Ils nous racontent des choses qu'on sait aussi par l'ethnographie, bien entendu. On a beaucoup d'éléments sur la consommation des animaux dans des sociétés traditionnelles, des sociétés de chasseurs-cueilleurs, des sociétés d'éleveurs traditionnels, mais l'archéologie nous apporte aussi des informations sur ce qui s'est passé très anciennement et vient compléter ce que l'ethnologie nous apporte. Alors ce qui apparaît, je vous ai mis tout de suite la conclusion, c'est que tout est bon. Enfin, pardon, j'ai dit que j'allais pas dire ça. Que tout se mange. Qu'est-ce qui se mange d'abord? C'est la viande. La viande, ce sont les muscles de l'animal. Voilà, cette viande avec de l'os au milieu, bon, vous avez bien compris, mais c'est pas tout. Les graisses
qu'on a souvent tendance à oublier parce que justement dans notre société moderne occidentale, on essaie de les éviter pour des raisons qui sont tout à fait justifiées sans doute, mais ces graisses, c'est un aliment majeur, c'est un aliment extrêmement riche, extrêmement énergétique, et chez les peuples anciens, comme dans les sociétés traditionnelles, et comme ici chez nous encore il y a ne serait-ce que quelques décennies, ces graisses étaient particulièrement recherchées. Le sein doux du cochon, ça tout le monde le sait, mais il y a aussi d'autres animaux qui sont fournisseurs de graisse, avec par exemple les camélidés, les chameaux et les dromadaires, dont la bosse est un mets recherché parce que c'est un corps gras. La queue grasse des moutons, on a sélectionné des moutons très anciennement déjà au 4e millénaire avant notre ère, des moutons qui avaient un corps adipeux extrêmement développé dans la queue, et là encore c'était un mets extrêmement recherché. La graisse qui est dans les os et qui explique pourquoi ce que je vous ai montré tout à l'heure c'était des os tout cassés, parce que les gens évidemment les cassent pour consommer la graisse qui est dans l'os, c'est la graisse de la moelle osseuse. Et puis tout un tas d'autres choses qu'on regroupe sous le mot d'abat, mais qui est extrêmement divers. Ça va de la cervelle et des yeux, là encore, mais particulièrement recherché chez certains groupes humains. Langue, joue, museau, moelle épinière, ça, il y en a encore qui dans les côtelettes la recherchent. Enfin, moi, j'en suis. Et puis rognon blanc, c'est les testicules, mamelles, rognon rouge, les reins. Foie, cœur, mou, enfin bref, tout se mange et tout a été consommé jusqu'au contenu stomacal dans certains groupes humains, parce que le contenu stomacal des ruminants, c'est des herbes déjà en partie digérées, donc qui seront plus facilement assimilables et puis qui ont une valeur symbolique, vous vous en doutez, quand on ouvre l'estomac d'un animal qu'on a abattu, le sang avec le boudin, etc. Donc je ne serai pas exhaustif, mais ce sur quoi je voulais insister, c'est que l'archéologie nous montre que, comme dans les sociétés traditionnelles qu'on connaissait partout dans le monde, l'archéologie nous montre que tout est consommé dans ces animaux. Il y a des traces de couteaux partout qui témoignent de l'extraction de la langue, de l'extraction de la cervelle, etc., etc. Alors tout se mange, j'ai pris l'exemple des mammifères, mais élargissons. Tous les animaux, presque tous les animaux se mangent. C'est une photo que j'ai faite, comme vous le voyez, il n'y a pas très longtemps à Pékin. Voilà, vous avez des scorpions, vous avez des larves de coléoptères, vous avez des étoiles de mer. Alors je me suis longtemps demandé ce qu'on mangeait dans les étoiles de mer, jusqu'à temps que j'en achète une, qu'on me la cuise et puis que je mange. Effectivement, c'est comme dans les oursins. Ce sont les gonades, les organes génitaux, qui sont consommés. C'est moins bon que l'oursin, mais bon, ça c'est là encore une appréciation personnelle. Et puis tout se mange, tous les animaux se mangent, y compris ceux qu'on ne mange pas. Alors vous me direz, les étoiles de mer, tout ça, on n'en mange pas beaucoup dans nos pays, mais il y a des animaux qui sont très fréquents dans nos pays. Ce sont en général les carnivores, plus particulièrement les chiens et les chats. Ils sont presque aussi nombreux que nous dans notre pays. Ces chiens, ces chats et même les carnivores sauvages, renards. Alors j'ai pas mis les légendes, mais je vais vous les donner. Donc ça, ce sont des mandibules de renards d'un site du tout début du néolithique au Proche-Orient, où l'on voit que les dents ont été brûlées, les dents qui sont sur la partie antérieure de la mandibule, où l'on voit des traces de découpe, où l'on voit tout un tas d'éléments qui témoignent du fait qu'on a retiré non seulement la peau, mais aussi la viande, et qu'on a consommé, qu'on a cuit et qu'on a consommé ces renards, de même qu'on a consommé ici des blaireaux. Ça, c'est du néolithique du sud de la France, 5200 avant Jésus-Christ. Ça, c'est un os de chat, l'un des plus vieux chats entre guillemets domestiques connus. Eh bien oui, lui aussi, il y est passé à la casserole, il a été découpé, et puis vous voyez qu'on a même cassé la diaphyse de l'os. Enfin, c'est la partie cylindrique de l'os, pour consommer la moelle qui est dedans. Et puis, évidemment, notre grand ami, le chien, que nous n'avons pas pour coutume de consommer, du moins dans nos régions, eh bien, lui aussi, il porte ces traces de cuisson, de découpe, etc., qui montrent très clairement qu'il a été consommé, et que je dirais que si on regarde les 10 000 dernières années, eh bien, ça ne fait jamais que 2200, 2300 ans qu'on ne consomme plus le chien de manière massive dans nos pays. Et je vous signale que la dernière boucherie canine a été fermée à la fin peu après la Seconde Guerre mondiale, à Munich, en Allemagne. Donc la consommation du chien, c'est quelque chose qui est traditionnel chez nous, mais qui a complètement disparu pour des raisons
qui sont liés à un choix de société. Il n'est pas interdit dans la loi française de manger du chien. Il est interdit de maltraiter des chiens. Bon, mais il n'est pas interdit de les manger. Mais simplement, on ne les mange pas. Enfin, je ne sais pas, peut-être vous, mais moi... Bon, quand je suis allé en Chine, j'ai voulu goûter quand même, parce que, bon, voilà. Mais ça souligne un point que je voulais dire d'entrée, puis sans doute les autres conférenciers qui me succéderont y insisteront plus que moi, c'est que il y a des choix alimentaires qui se transforment dans certaines sociétés en tabous, c'est-à-dire qu'il y a une vraie interdiction, et ces choix alimentaires et ces tabous, ils sont liés finalement à la représentation qu'on a de l'animal. Consommer de la viande d'un animal, c'est incorporer dans son corps, incorporer une partie d'un autre être vivant. Si cet autre être vivant vous paraît répugnant, parce que vous en avez une image de rejet, peut-être, je ne sais pas, des araignées, choses comme ça, bon, bah, on n'a pas tendance à les manger. Si en revanche, cet animal vous paraît très proche de vous et que vous vous projetez, vous avez partagé la familiarité avec lui, eh bien, vous n'avez pas envie de le manger parce que ça vous renvoie finalement au tabou de l'anthropophagie. C'est un peu comme si vous mangiez un homme. Donc ce choix finalement de ne pas consommer de chiens qui s'est installé dans notre société occidentale, en gros à partir de la période grecque et surtout romaine pour la Gaule, eh bien, ce choix, il est lié à l'image mentale, à la position de cet animal dans notre société, dans nos maisonnées, dans nos familles, finalement, qui fait que eh bien, l'alimentation est fortement influencée par cette image mentale qu'on a de l'animal. Et ça a toujours été vrai. C'est pas seulement aujourd'hui, c'est vrai. Alors, les ethnologues ont largement développé ces aspects-là dans ce qu'on appelle l'anthropologie de l'alimentation, qui est un très très vaste chapitre de l'anthropologie. Mais en archéologie, c'est pareil. En fait, on se rend compte qu'il y a des endroits où eh bien, on a décidé de ne pas manger tel animal. Moi, je travaille sur un site. Actuellement sur des sites du sud de Chypre qui sont datés du tout début du néolithique. Ces sites, c'est des villages néolithiques où les gens ont mangé, pareil, les chats, les chiens et tout ce que vous voulez, mais ils étaient à 1 kilomètre de la mer. Il n'y a pas un seul reste de poisson, pas un seul reste de coquillage, pas un seul reste de crustacés sur ces sites. Et 1000 ans plus tard, au même endroit, ce tabou, enfin cet interdit ou ce choix a sauté, et on voit qu'il y avait bien des poissons dans la mer à cet endroit-là et que les gens étaient capables de les pêcher. Mais pour des raisons qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas, mais qui sont liées à ces projections mentales de ces populations-là, eh bien, il y a un refus de consommer les produits de la mer. Bien. Je reviens sur cette image pour... évidemment, j'avais pris un bélier, alors vous n'avez pas pensé, peut-être vous avez pensé, vous n'avez pas pensé au lait. Mais bien sûr, le lait, c'est aussi une production animale. Si j'avais mis une photo de brebis, vous auriez pensé, mais je voulais garder le lait pour la bonne bouche, si je puis dire. Mais il y a effectivement d'autres produits. Alors la laine, bon, ça ne se mange pas tellement, mais enfin, il y a d'autres produits qui se consomment comme le lait, qui sont des produits qui se consomment au cours de la vie de l'animal. Et ce sur quoi je voudrais insister, et qui va annoncer mon point suivant, celui de la domestication, c'est que tout ce que j'ai mis en noir ici, ça nécessite la mise à mort de l'animal. Donc c'est quelque chose que tous les chasseurs font, et ils ont accès à tous ces produits, autant que les éleveurs. En revanche, des produits qui sont à prélever pendant la vie de l'animal, c'est beaucoup plus compliqué quand on est chasseur. Il faut un certain niveau de contrôle de l'animal pour accéder à ces produits du vivant, de son vivant. Et ce contrôle, c'est la mise en captivité, à minima, et la domestication et l'élevage. Alors on distingue traditionnellement les productions qu'on obtient à la mort de l'animal post-mortem, après la mort, ou production primaire, des productions secondaires qu'on ne peut atteindre, du moins massivement, qu'on peut atteindre dans le courant de la vie de l'animal et qui nécessitent un contrôle. Alors j'en viens donc à cette transition. À partir de quand a-t-on pu contrôler finalement les animaux pour avoir accès à ces productions dites secondaires? Alors là, ça c'est une échelle chronologique très très générale qui reprend la fin des temps glaciaires
jusqu'aux alentours de 9500 avant Jésus-Christ, avec la transition de la fin des temps glaciaires qu'on appelle le tardiglaciaire, durant lequel se succèdent des phases encore très froides et puis des phases un peu plus tempérées. Et puis on a une rupture climatique majeure, un réchauffement durable, qui nous amène dans une période dans laquelle nous sommes toujours, même en dépit du réchauffement climatique que nous vivons en ce moment, qui est la période de Holocène. C'est pas une période stable de climat qui bouge pas, hein, c'est une période où le climat fluctue, mais pas selon les mêmes amplitudes que celles qu'on connaît au cours des temps glaciaires. Pendant toute cette période antérieure à ce réchauffement, il n'y a sur Terre que des groupes humains qui pratiquent la chasse et la cueillette. Ce sont des chasseurs-cueilleurs. Mais il y en a encore beaucoup qui continuent à pratiquer la chasse et la cueillette, y compris parfois en pratiquant l'élevage aussi, ou l'agriculture, durant les périodes ultérieures. Voilà pourquoi j'ai fait très schématiquement ce triangle et cette continuité finalement des chasseurs-cueilleurs. La grande transition qu'on appelle révolution, comme si ça s'était fait comme ça, clac, mais qui a duré, vous le voyez, 4 ou 5 ou 6 millénaires, la grande transition, c'est cette transition néolithique. Alors, néolithique, c'est la nouvelle pierre polie, parce que c'était ça au 18e, 19e siècle qu'on voyait dans cette transition, c'est qu'il y avait beaucoup de pierres polies, alors qu'il y en avait déjà un petit peu avant, et puis là, il y en avait beaucoup plus. Mais finalement, cette transition, elle a pris ce nom maintenant, mais on aurait dû l'appeler transition alimentaire, finalement, ou transition des ressources, parce que le fait majeur, c'est pas tant la pierre polie, c'est pas tant l'apparition des meules, c'est pourquoi on a eu besoin de meules, parce qu'on a eu besoin de broyer plus de grains et parce qu'on a commencé à pratiquer l'agriculture. De la même manière, on a commencé à s'approprier, entre guillemets, des animaux, à les mettre en captivité, et à partir de ce moment-là, on peut en extraire des ressources dites secondaires, c'est-à-dire prises pendant le vivant de l'animal. Alors 2 points, je ne veux pas insister plus sur cette transition, mais 2 points qui me semblent être importants et peut-être on oublie un peu trop souvent, c'est que ce changement de néolithisation, c'est une des étapes majeures de l'histoire de l'humanité. Bien sûr, il y en a eu beaucoup avant, hein, parce que vous savez bien que l'homme moderne, hein, puisque là il s'agit bien d'homme moderne, hein, d'homo sapiens, c'est nous, quoi. Hein. Il vient d'une longue évolution de lignées de primates. Donc il y a eu beaucoup de changements majeurs avant cette période. Il y en a eu beaucoup après aussi, hein, avec la naissance de l'urbanisme, avec la naissance des empires, avec le changement global que nous vivons aujourd'hui. Mais ce basculement-là, il est très important à la fois dans l'histoire de l'humanité, comme je l'ai dit, comme je vais le développer, mais il est très important aussi dans l'histoire de la biosphère, parce que c'est à partir de ce moment que l'homme, espèce invasive s'il en faut, s'est répandue dans tous les milieux, y compris des milieux qui avaient été peu fréquentés jusque-là, les milieux d'altitude, les îles éloignées dans les océans, etc. L'homme s'est répandu partout à la surface du globe, sa démographie a explosé, avec des hauts et des bas, certes, mais elle est en constante croissance à partir de ce moment, et l'impact de l'activité humaine sur la planète a été multiplié régulièrement jusqu'à temps qu'on se retrouve face aux problèmes qu'on connaît aujourd'hui. Donc je ne dis pas que c'est la domestication qui est la seule cause, bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un basculement très important dans la trajectoire d'Homo sapiens et dans la trajectoire de la biosphère, et un lien très fort entre les deux. Donc première remarque. Deuxième remarque, finalement ce basculement il est lié, comme je l'ai dit, vous l'avez compris, au fait qu'on a l'animal sous la main d'une certaine manière, et du coup c'est cette domestication des plantes, on pourrait dire la même chose des plantes, et des animaux qui permet ce changement de système d'approvisionnement et qui génère ce grand basculement. Alors qu'est-ce que c'est que cette domestication ? On a longtemps cru dans notre imaginaire occidental, cartésien, je peux le dire, que la domestication c'était le fait de s'approprier, j'ai déjà lâché le mot une fois, s'approprier des animaux, les mettre en captivité, les dominer. Encore dans Buffon, c'est l'animal domestique et l'esclave de l'homme. Et puis la vérité qu'on commence à percevoir de mieux en mieux en se distanciant de notre culture occidentale et en écoutant les derniers chasseurs, cueilleurs, éleveurs, agriculteurs d'Amazonie ou en interrogeant des groupes humains qui n'ont pas du tout la même perspective que la nôtre, eh bien la vérité c'est que cette domestication finalement c'est une relation qu'on pourrait qualifier d'écologique, hein, mais une relation écologique très particulière, une relation de mutualisation. L'animal trouve son compte, alors vous me direz on le tue à la fin, ben oui mais nous aussi on meurt à la fin et il y a un moment effectivement, mais l'animal en tant qu'espèce
On ne le tue pas. S'il y a encore des chevaux et des bovins à la surface du globe, c'est bien parce qu'on les a élevés, sinon il n'y aurait plus aucun auroch et plus aucun cheval sauvage. Alors vous me direz, c'est nous qui les avons amenés à l'extinction. Ok, d'accord. C'est plus compliqué que ce que je dis. Mais pour simplifier, ce qui est important, c'est que cette relation, c'est vraiment une relation de mutualisation, de mutualisme au sens écologique du terme, avec un renforcement social, c'est-à-dire que l'animal qu'on domestique à différents degrés, évidemment, on l'intègre à notre vie, il modifie notre mode de fonctionnement, la naissance de nouveaux métiers, berger, boucher, ça naît avec la domestication, ces métiers-là. Il y a une différenciation technique, il y a la naissance de nouveaux savoirs dans la société humaine. Donc ce n'est pas simplement l'animal qui a été capturé et contrôlé, c'est tout l'ensemble du système animal-homme qui va évoluer vers quelque chose de nouveau qu'on peut assimiler à ce qu'on appelle des sociétés hybrides qui existent dans la nature, où il y a des espèces différentes qui finalement constituent un groupe qui est presque indissociable d'espèces différentes. Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental et qu'il faut bien avoir en tête pour comprendre cette domestication. Hein. C'est vraiment un rapprochement dans un but particulier. Et puis ce rapprochement, il débouche très souvent, c'est là qu'on situe la frontière entre la captivité et l'élevage, hein. Il aboutit finalement à un contrôle du cycle de vie de l'animal qui reste le critère important de la domestication. Alors très, très rapidement, où et quand? Bon, alors ça, c'est schématique, hein, c'est juste pour vous montrer que y a toutes les régions du monde, finalement, ou presque, ont donné naissance à des processus de domestication. Ici, c'est les moutons, les chèvres et les bovins, parce que c'est la nourriture classique de l'homme au Proche-Orient durant la fin de la préhistoire. Là, ça sera le lama, l'alpaca, le cobaye et le canard. Ici, le dindon. Là-bas, le cochon. J'y reviendrai plus en détail. Donc, ce que je veux montrer à travers cette carte, c'est que beaucoup de régions du monde ont eu cette idée, beaucoup de groupes humains répartis à peu près partout dans le monde ont eu cette idée de domestiquer, et qu'en outre, si on met tous ces événements-là sur une échelle de temps, vous voyez que ça commence effectivement à partir du début de l'Holocène, hein, avec ces flèches oranges qui renvoient à la couleur orange du Proche-Orient, qui est le plus ancien lieu de domestication connu actuellement pour les animaux. Et puis vous avez des flèches bleues qui correspondent aux porcs, celui-ci notamment, et puis des flèches jaunes qui correspondent aux animaux d'Amérique du Sud, et puis des flèches vertes ici qui correspondent au cheval, au chameau, etc. Et que vous voyez que finalement, et aujourd'hui ça continue, on pourrait aligner un grand nombre d'espèces, en particulier les poissons, hein, la grande innovation de la domestication du XXe et XXIe siècle, ce sont les poissons, les coquillages, hein. On est dans un processus de domestication massif actuellement. Donc finalement, c'est quelque chose qui se déroule sur un temps très long. Donc deux faits majeurs à retenir. D'une part, ah pardon, j'ai oublié le chien. Ah bah alors là, bah oui, non, il faut quand même le situer, notre chien. Mais vous voyez qu'il a rien à voir avec les autres. Il n'a rien à voir avec les autres. Alors, je ne l'ai même pas mis sur la carte parce qu'il y en a ici de la domestication du chien, il y en a là, il y en a là-bas. Pratiquement toute l'Eurasie, hein, a été lieu potentiel de domestication du loup. Et tout ça se passe à une période beaucoup plus ancienne, indépendamment de cette transition alimentaire, de cette transition néolithique que j'évoque ici. Donc ça veut dire aussi que les humains savent domestiquer naturellement, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'entrer en relation avec une espèce et puis de faire évoluer cette relation dans le sens d'une intensification et d'une orientation, de telle sorte qu'on finalement on vit en familiarité avec le chien avec ce dérivé du loup, hein, on vit en familiarité avec lui, il a complètement intégré nos sociétés, c'est un élément de nos sociétés. Comme nous sommes des éléments de sa société, de la société de chacun d'entre eux. Donc c'est un fait différent, c'est un fait plus ancien, c'est un fait qui est le fait des chasseurs-cueilleurs, alors que tout ce qui se passe là, c'est plus des affaires d'éleveurs et d'agriculteurs, mais c'est un fait qui montre qu'effectivement la domestication, c'est quelque chose qui existe et qui, dans le cadre du néolithique, finalement, est entré en jeu massivement pour permettre cette transition de comportement humain et cette transition écologique. Donc voilà, le chien. Alors, je reviens à ma carte, puisque le chien est venu me perturber là. Donc, ce qui ressort sur toute cette carte, c'est qu'il y a eu de nombreux événements
partout dans le monde, ou presque partout dans le monde, de domestication avec les espèces locales, hein, donc la biodiversité locale compte, hein, bien sûr, ces événements, ils se sont produits de manière indépendante les uns des autres. Il y en a qui ne sont pas indépendants, j'y reviendrai, mais on peut difficilement imaginer que la domestication du lama en Amérique du Sud, j'ai toujours mon petit point rouge, qui a lieu plus de 5000 ans avant le Christ, alors qu'il n'y avait aucun contact entre l'Ancien Monde et le Nouveau Monde, soit lié à une influence quelconque de l'Ancien Monde sur le Nouveau Monde. Donc c'est un processus qui s'est développé naturellement à partir du moment où l'homme a atteint un certain niveau démographique, à partir du moment où les conditions diverses et variées ont été réunies. Donc premier point. Deuxième point important, c'est que toutes ces domestications se déroulent dans des conditions qui sont à chaque fois très différentes les unes des autres. Hein, c'est-à-dire que c'est pas simple, c'est pas lié à un phénomène simple dans les villages de tel type, tac, la domestication apparaît. Non, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des domestications qui ont été faites dans des contextes de nomadisme. Hein. La sédentarité n'est pas une condition nécessaire à la domestication, même si c'est souvent le cas. Donc il faut là aussi voir que tout ça c'est extrêmement divers et du coup très probablement extrêmement complexe. J'y reviendrai un petit peu. Alors, pour vous donner une idée de ce qu'on sait sur les scénarios de domestication, plutôt que le où et quand que j'évoquais juste avant, ben voilà une carte de l'Asie, sur laquelle j'ai eu la chance de travailler aux deux extrémités, en Orient et en Occident, en Asie occidentale et en Asie orientale. Et voilà un scénario en parallèle de la domestication des animaux. Alors le chien, je vous l'ai dit, on a des attestations très anciennes, 12 500, il n'y a pas de néolithique, hein, aussi bien au Proche-Orient que en Chine. Et il y a beaucoup d'endroits sans doute où il y en a eu aussi, mais pour lesquels on n'a pas d'éléments. Le chat domestiqué très vite dès le début de l'agriculture. Je ne vais pas y insister parce que ce n'est pas le propos. Et puis très rapidement, on voit apparaître les animaux qu'on appelle d'embouche, hein, c'est-à-dire les animaux qui vont fonder une économie de consommation de produits animaux primaires et secondaires. Au Proche-Orient, bovins, chèvres, moutons, cochons. Et en Extrême-Orient, le cochon. À des dates qui sont un peu différentes, mais pas beaucoup. Et puis ensuite, l'histoire, c'est celle-ci. Alors là, vous voyez, ça, c'est les lieux, les noyaux dans lesquels on a les premières apparitions de domestication. Puis on voit que le territoire s'élargit. Hein. Ici, on a 10 500 avant l'actuel, et ici, on est à 10 000, 10 300. Le noyau va s'élargir. Et puis vous allez voir qu'il va encore s'élargir avec des transferts d'animaux domestiques. Hein. C'est-à-dire qu'ici, dans la vallée de l'Indus, eh bien, on est à peu près certain que ce sont des chèvres domestiquées au Proche-Orient qui ont été transportées. Mais en revanche, il y a eu aussi des domestications locales du zébu dans la vallée de l'Indus. Donc il y a les deux. Hein. Il y a des choses qui arrivent et puis des choses qui sont domestiquées localement. Donc, vous avez compris le système, je passe rapidement sur l'extension de ces tâches qui vont peu à peu envahir, avec à chaque fois des domestications locales et puis des animaux domestiques qui arrivent d'une région proche. Ce qui est important, c'est qu'en fait, sur ce scénario asiatique, on voit qu'il y a deux processus qui sont à l'œuvre. Il y a des innovations autonomes, in situ, tout d'un coup, à un endroit, la relation entre une espèce et un groupe humain s'intensifie et s'oriente, se socialise, comme je l'ai dit. Et puis il y a d'autres endroits où finalement il y a une diffusion d'animaux domestiques, mais aussi de tout le savoir-faire qu'il y a avec, hein, parce qu'évidemment, on ne s'improvise pas éleveur comme ça. Hein, donc il y a un savoir-faire qui diffuse. Alors j'ai comparé ici pour vous montrer que finalement, les choses sont assez indépendantes entre l'Est et l'Ouest de l'Asie. J'ai mis ici deux échelles chronologiques, enfin c'est la même d'ailleurs à droite et à gauche, et puis à gauche ce qui s'est passé au Proche-Orient et à droite ce qui s'est passé en Extrême-Orient. À l'ouest du continent asiatique, la sédentarisation est faite depuis très très longtemps quand apparaît la transition néolithique. Hein, la sédentarisation c'est 14 000 et c'est des chasseurs-cueilleurs. Et elle est suivie par la naissance de l'agriculture et la naissance des villages. Ça, c'est un village, c'est le village de Jef El Armar sur le bord de l'Euphrate, un village du premier néolithique du Proche-Orient, daté aux alentours de 10 000 avant Jésus-Christ. Et pourquoi c'est un village ? Parce qu'il y a des bâtiments ici,
Et puis, au centre, il y a un bâtiment particulier qui est plus grand et qui a d'autres fonctions, qui est circulaire, qui n'est pas construit selon les mêmes normes, qu'on appelle bâtiment communautaire. Et finalement, nos villages, aujourd'hui, n'ont rien de différent fondamentalement par rapport à ce plan qui apparaît à cette époque avec les débuts de l'agriculture, avec un bâtiment communautaire dans lequel on peut faire un tas de choses. Nous, on y fait tantôt la vie politique, tantôt la vie sociale avec la salle des fêtes, tantôt la vie religieuse avec un temple, une église. Et finalement, ces bâtiments communautaires, pour peu qu'on comprenne vraiment leurs fonctions, eh bien, ils ont joué toutes ces fonctions. C'est-à-dire que finalement, un village, c'est pas simplement un regroupement de bâtiments dans lesquels on va habiter et exercer un certain nombre de faits techniques, mais c'est un regroupement autour d'un lieu commun partagé. Ça n'apparaît qu'avec l'agriculture. Et c'est fondamental pour tout le Proche-Orient, mais on verra aussi que c'est fondamental dans pratiquement toutes les régions où cette néolithisation intervient. Donc, agriculture et naissance des villages. L'élevage semble apparaître un peu plus tard au Proche-Orient, et puis la poterie apparaît beaucoup plus tard. Enfin, oui, quand même, sensiblement plus tard. Alors qu'en Europe occidentale, on considère que le néolithique, c'est la poterie. Eh bien, au Proche-Orient, la poterie, c'est presque quand le néolithique la néolithisation est terminée. Et puis, alors, j'ai remis ça pour vous recaler, la ville qui se constitue en lien avec des campagnes productrices, l'écriture qui apparaît pour compter ce que ces campagnes productrices amènent à la ville, en tout cas au Proche-Orient, c'est comme ça qu'elle apparaît, pour faire simple. Eh bien, c'est quelque chose qui se déroule aux alentours de 7000, d'il y a 7000 ans. En Extrême-Orient, vous voyez que la chronologie est en partie la même, mais pas tout à fait. La poterie, c'est très tôt, c'est presque 20 000 ans. Donc c'est bien plus bas que l'estrade. Et ça apparaît dans des contextes qui ne sont pas du tout des contextes de sédentarité ni des contextes d'agriculture. Et puis ensuite, on a un schéma qui est un petit peu comparable, mais plus tardif, sédentarisation avec ces villages, avec un bâtiment communautaire, cette agriculture et cet élevage. Et puis, pardon, je suis allé un tout petit peu trop vite. Et là, je l'ai mis CW, là c'est Cities and Writing, c'est les premières villes et l'écriture qui, vous voyez, ici encore apparaissent plus tardivement, mais en décalé. Donc des différences dans les processus, mais on a toujours un peu les mêmes ingrédients finalement. Alors tout ça c'est des processus de naissance du néolithique in situ. Et là, on a affaire à un processus de naissance du néolithique par diffusion. Diffusion et recomposition, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement, comme on l'appelle souvent par simplification, le package néolithique qui est transféré depuis le Proche-Orient avec ses animaux domestiques, ses céréales, sa poterie, ses meules, etc. Ce n'est pas simplement cette diffusion-là qui va suivre les deux grands courants méditerranéens et d'Europe centrale, mais c'est une recomposition dans chaque région à partir de ces ingrédients qui fait qu'il y a quand même un contenu d'innovation avec les populations locales et une adaptation aux environnements locaux. Bon, alors, venons-en à l'alimentation. Là encore, je fais dans le très simple, dans le basique. L'alimentation, c'est quelque chose de très compliqué. Et si je voulais rentrer dans tout ce que les produits d'origine animale apportent à notre organisme, je m'y perdrais. Puis en plus, je dirais des bêtises parce que c'est vraiment pas mon domaine de compétences pointu. Mais on va rester sur des choses simples. Les éléments nutritifs majeurs, vous les connaissez, ce sont les protéines, les lipides, les glucides. Vous avez les protéines qui se distinguent des deux autres parce qu'en plus du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène, ils comportent de l'azote. Et ça, c'est un élément important parce que l'azote, pour l'organisme, peut devenir un poison à certaines doses. L'azote, c'est ce qui va constituer tout ce qu'on expulse, c'est-à-dire l'acide urique et l'urée de notre transpiration, de nos urines, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on évacue, même si on s'en sert aussi, notre corps s'en sert aussi, bien sûr, mais à partir d'un certain seuil, notre corps l'expulse parce que ça devient un poison. Bien. Les protides, ce sont des éléments qui principalement sont utilisés dans notre corps pour constituer les structures. J'ai parlé tout à l'heure de collagène qui forme la trame des os. Notre forme, c'est une architecture de protides, pour faire simple.
la forme qu'on a avec une tête, des bras, etc. Alors que les lipides et les glucides sont plutôt utilisés pour faire fonctionner la machine, c'est-à-dire apporter de l'énergie. Ils sont dégradés dans le corps pour nous faire fonctionner. Et en fait, alors j'ai mis une balance comme si c'était le même poids. C'est juste pour faire comprendre qu'il y a un équilibre. Hein. Évidemment, ce n'est pas le même poids. Mais ce qui est important dans l'alimentation humaine, c'est qu'on arrive à entretenir, enfin, ce n'est pas la seule chose importante, mais à cette échelle, à ce niveau de grain très, très gros, ce qui est important, c'est d'entretenir cet équilibre entre produits énergétiques, qui vont venir en partie des protéines, mais surtout des lipides et des glucides, et puis déchets azotés. Si on mange beaucoup trop de viande avec beaucoup trop de déchets azotés, on risque de se trouver face à une difficulté majeure d'un empoisonnement par l'azote. Alors les chasseurs-cueilleurs et les éleveurs-agriculteurs résolvent ce problème de manière différente parce qu'ils n'ont pas à disposition les mêmes produits. Chez les chasseurs-cueilleurs, cet équilibre finalement qui est au profit de l'azote dans une alimentation qui serait trop riche en viande, ce déséquilibre est compensé par la consommation de graisse. Quand on mange énormément de produits animaux, il faut manger beaucoup de gras. Alors on dit c'est surtout dans les peuples qui vivent très au nord parce que c'est très énergétique et ça leur permet de résister au froid. Oui, c'est vrai. Mais c'est aussi parce que ces graisses, ces lipides vont équilibrer finalement la part de déchets azotés par rapport à la part de carbone, hydrogène, oxygène. Et en fait, l'équilibre, il est atteint par cette consommation de graisse et de viande. Ce qui fait que les chasseurs ne tuent pas le gibier quand il est trop maigre. Alors, c'est probablement pas parce qu'ils font ce raisonnement-là, hein, mais c'est par apprentissage. Voilà, on mange autre chose au moment où le gibier est trop maigre. Chez les éleveurs-agriculteurs, ce qui va remplacer la graisse, en partie, alors, dans quelle part ? Ça, il faut en discuter. Mais ce qui va remplacer la graisse, finalement, ce sont les céréales. Ce n'est pas des lipides, c'est surtout des glucides, céréales et légumineuses, qui vont finalement équilibrer ce surplus, cet éventuel surplus d'azote. Donc, vous voyez qu'on a deux modèles différents. Mais ça, c'est extrêmement simple. C'est faux presque même, hein, tellement c'est simple. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir ce qui s'est passé au moment de la transition alimentaire, quelle a été la part de graisse qu'on a continué à consommer, de ce tissu adipeux. Et puis, le lait là-dedans, c'est quelque chose c'est un aliment complet qui nous apporte des glucides, des protéines, mais aussi des lipides. Et quelle est la part de lait qui va finalement venir compenser ou pas ce déséquilibre. Donc voilà une approche très générale. Alors je rentre un peu plus dans le détail sur un cas particulier qui est celui de la façade atlantique de l'Europe, Irlande, Écosse, Angleterre, Bretagne, Portugal. Dans toutes ces régions, les sociétés côtières de chasseurs-cueilleurs étaient des sociétés de pêcheurs qui se nourrissaient principalement ou en grande partie de produits de la mer, produits côtiers. L'arrivée du néolithique, c'est l'arrivée de bovins, et puis d'ovins, mais surtout de bovins, qui apportent de la viande rouge, enfin de la viande, quoi, pas du poisson. Et du coup, dans ces régions-là, c'est très facile de voir à quel moment se fait la rupture liée à la néolithisation, parce que la consommation de produits de la mer et la consommation de produits de la terre, hein, d'animaux terrestres, se signe dans les isotopes stables par une saute très brutale. Je vous explique un peu plus dans le détail. Ici, alors ça c'est l'ancienneté, hein, c'est les dates carbone 14 qui ont été faites sur des ossements humains trouvés dans des sépultures. Vous avez ici, sur cette échelle-là, le taux de carbone 13. C'est un isotope du carbone qui marque, lorsque le taux est très faiblement négatif, qui marque une nourriture marine, seafood, et lorsqu'il est très négatif, aux alentours de -20, -22, qui marque une nourriture terrestre, donc de bovins, de viande bovine. Entre les deux, c'est entre les deux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit aux dates très anciennes, 5900, 4400, eh bien on voit que tous nos squelettes humains vont avoir des signatures de carbone 13 qui vont être témoins d'une consommation de produits de la mer. Et puis tout d'un coup, boum, on a
tous nos squelettes humains ou presque, qui ont une signature de viande bovine en l'occurrence. Et la rupture, elle est brutale. Alors, il y a trois, je regarde là parce que je suis en biais, il y a quatre régions, deux régions, pardon, qui sont mises ici sur ce diagramme, la Bretagne et l'Écosse. Et vous voyez qu'il y a un petit décalage. En Bretagne, la rupture se fait ici, aux alentours de 3900-4000, et en Écosse, elle se fait un peu plus tardivement. Et ça correspond à la diffusion du néolithique sur la façade atlantique, qui est un peu plus tardive en Écosse, il arrive un petit peu plus tard. Et là, la transition alimentaire, elle est brutale. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a sans doute encore de l'alimentation marine, mais c'est infinitésimal par rapport à la signature de l'élevage qui a été introduit avec les bovins et les ovins. Donc voilà un cas où on ne sait pas exactement comment ça se passe, mais ça va très vite. Et puis voilà un autre cas, celui du Proche-Orient, où ça se passe très lentement. Alors je vous ai remis ici, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça c'est la chronologie avec le premier néolithique dont j'ai parlé tout à l'heure, ces villages tels que celui de Jafet-Larmar, le second néolithique du Proche-Orient ici qui se déroule entre 8500 et 7000, et puis le néolithique avec la poterie, au moment de l'apparition de la poterie. Et en fait, quand on regarde ce que nous racontent les ossements animaux des sites archéologiques, on a ici les premiers animaux domestiques aux alentours de 8500-8600 avant Jésus-Christ. Et puis ici, les premiers animaux domestiques qui sortent de leur aire d'origine et qui sont transportés dans des zones de climat et d'environnement très différentes. Donc ça suppose quand même qu'il y ait un savoir-faire ou l'acquisition d'un savoir-faire de la part des éleveurs qui adaptent la saisonnalité des animaux, leur nourriture, etc. C'est ce qu'on appelle l'acclimatation. Donc c'est un fait de connaissance finalement de l'élevage. C'est un élément important, là aux alentours de 8300, 8200. La diffusion vers un milieu complètement différent qui est le Levant Sud. Donc là, on est encore dans une gradation, si vous voulez, de cette acclimatation. Et puis pendant toute cette période, les ossements qu'on trouve dans les dépotoirs des villages, c'est 80%. Ça va de 80% à 55% d'animaux domestiques, d'animaux sauvages, chassés. Donc ça veut dire que pendant toute cette période, les gens ont des animaux domestiques, mais ils continuent à être des chasseurs, et principalement leur viande, leurs produits animaux de consommation, sont issus de la chasse. Alors ça pose une question sur laquelle je vais revenir tout à l'heure. Et en fait, la grande rupture, elle intervient aux alentours de 7600, 7500, où tout d'un coup, là, on voit que l'essentiel de la nourriture d'origine animale vient de l'élevage et non plus de la chasse. Alors, c'est compliqué, vous voyez, c'est lent, donc on peut analyser la progression. C'est compliqué parce que finalement, ici, on dit, ça y est, le néolithique a démarré, il y a des animaux domestiques, l'élevage a démarré, etc. Mais en fait, toutes ces populations-là sont des populations de chasseurs, agriculteurs, agricultrices d'ailleurs, mais de chasseurs. Et puis l'élevage, pour moi, il commence vraiment là. L'élevage qui se marque dans le changement alimentaire. Alors ça m'amène à une réflexion pour me demander finalement ce qui s'est passé pendant cette période-là. Ils ont des animaux domestiques et finalement ils continuent à manger de la viande. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on a longtemps pensé, jusqu'à la fin du siècle dernier, du XXe siècle, on a longtemps pensé que les animaux avaient été domestiqués pour fournir de la viande. Et en fait, c'est pas vrai. Enfin, en tout cas, au Proche-Orient, c'est pas vrai. Ils ont été domestiqués pour autre chose. Pourquoi ? Est-ce que c'est déjà, dès le début, une première exploitation des produits secondaires, de la laine, mais peut-être aussi de la force motrice, etc. Enfin, il y a quelque chose qu'on a loupé là, qu'on n'a pas compris encore. Et puis, là où vraiment on peut avoir un supplément de ressources liées à l'élevage, ça n'est que finalement à la fin de l'histoire. C'est-à-dire que finalement, l'apport alimentaire supplémentaire de l'élevage, il n'apparaît que tardivement dans cette histoire. Donc là aussi, il y a quelque chose qu'on a manqué ou qu'on n'a pas bien calé dans un processus complexe sur la longue durée. Alors, je sais pas si finalement cet apport nouveau a eu un impact positif sur la santé des gens ou sur la démographie, etc. Mais ce qu'on sait, c'est qu'au moment de l'agriculture, au Proche-Orient, eh bien, les populations des villages ont augmenté
brutalement. C'est-à-dire qu'elles ont connu une révolution démographique. Alors, cette courbe-là, qui est un peu complexe, sur laquelle je ne vais pas insister, elle est centrée sur le zéro. Le zéro, ici, c'est le moment où l'agriculture démarre. C'est le moment où on observe les premières incidences de l'agriculture. Ça, c'est une trajectoire modélisée de l'évolution de la densité de population. Alors, vous voyez qu'avant, 4000 ans avant le début de l'agriculture, on est plutôt sur une décroissance. Et puis, brusquement, au moment du démarrage de l'agriculture, on observe une transition démographique très forte avec une augmentation importante. Cette transition, on peut même la caractériser en disant que ce n'est pas simplement le prolongement de la vie, les gens ne vivent pas plus vieux, mais c'est surtout l'augmentation du nombre de naissances et de survie des jeunes individus. Donc, ça pourrait être lié à une transition alimentaire, mais on n'en a pas la preuve. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le même schéma fait en Europe ou en Amérique du Nord, alors beaucoup plus tard, hein, puisque l'élevage démarre au premier millénaire de notre ère, hein, dans ces régions-là, enfin l'agriculture, pardon, eh bien, on a le même phénomène dans beaucoup de régions du monde, finalement, avec le démarrage, le zéro, là, le démarrage de l'agriculture, on a une augmentation, alors qui prend des formes différentes, hein, c'est une modélisation, donc il ne faut pas regarder trop le détail, mais... Donc il semble bien qu'à chaque fois qu'on a cette transition néolithique, on observe une augmentation démographique, qui n'est d'ailleurs pas forcément stable. Hein. Vous voyez qu'après, ça peut replonger. Mais il y a un signal fort de démographie. Et ces signaux forts de démographie, si on les met sur une échelle de temps et une échelle climatique, on voit qu'ils se déroulent à des moments très différents, hein, dans les trois régions qui sont prises en considération ici. Hein. Donc ce n'est pas uniquement un fait climatique. Hein. Il y a quelque chose de plus compliqué derrière qui se présente. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre changement alimentaire, enfin entre domestication, changement alimentaire, oui sans doute, mais entre changement alimentaire et santé humaine ou démographie humaine, ça c'est une question. On a des éléments là et il nous manque encore beaucoup de recherches pour arriver à comprendre mieux ce qui s'est passé. Alors, je reviens sur cette histoire-là de ces 10 siècles. Hein, finalement, j'ai repris mes camemberts. Là, vous voyez, le premier néolithique avec 80% de viande de chasse, le néolithique plus récent avec 55% de viande de chasse, et puis enfin l'élevage qui devient dominant. Ben là, il y a quand même 10 siècles pendant lesquels il s'est passé quelque chose qu'on ne comprend pas. Il y avait des animaux domestiques, on les élevait, et puis on en faisait quoi? Alors, il y a plein d'hypothèses. Une des hypothèses sur laquelle travaillent certains collègues, c'est la recherche de compléments saisonniers. J'ai parlé tout à l'heure du gibier maigre. Il y a des saisons où le gibier est maigre. Et si on a des animaux domestiques dont on peut lisser, entre guillemets, l'alimentation sur l'année, eh bien, on peut compenser cette période de gibier maigre. Peut-être que c'est ça. On peut aussi imaginer qu'à partir du moment où on a des cultures, on prélève des plantes, donc on retire finalement de la matière organique du sol qui a produit ces plantes. Si on cultive toujours au même endroit, on va épuiser le sol très rapidement. Le meilleur moyen de recycler, c'est de donner les déchets de l'agriculture à manger aux animaux et d'amener les animaux pâturer sur ces terres de façon à les réenrichir avec leur défécation. Et ça, c'est quelque chose, c'est un système d'agriculture élevage qu'on connaît très bien, hein, qui existe encore de nos jours, bien entendu. Est-ce que finalement, ces animaux domestiques, c'était pas plutôt du prestige social? Bon, avoir un mouton, mais avoir un bovin qui est de la taille d'un auroch, c'est pas négligeable. Celui qui l'a, celui qui le possède, entre guillemets, celui qui le maîtrise, il en fait peut-être quelque chose, mais il en fait peut-être simplement du prestige social, parce que, au fond, c'est quand même l'un des principaux ressorts de notre humanité que de se placer, entre guillemets, dans la société. Et il ne faut pas l'oublier, et à l'époque, c'était déjà comme ça, sans doute depuis fort longtemps. Ou alors, est-ce que c'était ce fameux lait qui me turlupine depuis le début? Alors, tout ça, c'est des bonnes pistes. Hein. Je pense qu'il faut les explorer toutes. On ne peut pas, dans une carrière, explorer tout. Moi, je me suis attaché, alors d'abord, à l'initiative de collègues qui ont commencé avant moi dans l'unité, mais je me suis attaché plus particulièrement à cette histoire de lait pour essayer de comprendre, en particulier au Proche-Orient et en Méditerranée, quand est-ce que ça avait commencé. Quand... je
je vais aller jusqu'au bout. Quand j'ai commencé à travailler là-dessus, on était sur l'idée que le lait était, comme production secondaire, quelque chose qui n'était intervenu de manière massive dans l'alimentation que très tardivement au cours du néolithique, dans ce qu'on appelle le deuxième néolithique, aux alentours de 4000, 3000, 4000 avant Jésus-Christ. Alors que là, vous avez vu, on est sur des périodes de 10, 8000. Donc on se disait c'est très tardif finalement, il faut être doué pour exploiter du lait, et puis il y a un gros problème, c'est que l'humanité n'est pas préparée à consommer du lait. Tout simplement parce que dans le lait, il y a un sucre qui est le lactose, et que en dehors de la période comment on dit, pendant laquelle le nourrisson tète, eh bien, ce lactose ne peut plus être digéré, du moins en quantité massive, par l'organisme humain. C'est-à-dire qu'en gros, la plupart des humains perdent cette capacité à digérer le lactose, ce qui fait que ce lactose, si on boit du lait et qu'on n'a pas la capacité à le digérer, qu'on n'a pas la lactase, la fameuse enzyme qui permet de le faire, eh bien, on va accumuler du lactose dans son intestin. C'est des bactéries qui vont le digérer. Ces bactéries, elles ne sont pas forcément là pour ça, et elles vont produire des dysfonctionnements intestinaux qui peuvent aller jusqu'à des diarrhées assez embêtantes. Bon, voilà. Donc on se dit, quand on a la carte ici finalement de la persistance de la lactase à l'âge adulte, c'est-à-dire les quelques individus qui, à l'âge adulte, conservent cette capacité, ce sont des mutants, entre guillemets, ce sont des mutants, ils ont une mutation sur une paire de bases de leur ADN, eh bien, finalement, tout ce qui est en clair, c'est des endroits où il n'y a pas cette mutation. Donc, ça veut dire que, à part quelques régions très particulières dans le monde qui sont bien identifiées, l'Europe du Nord, l'Afrique occidentale, je n'ai pas dit française, et la région, la plaque arabique et la corne de l'Afrique, où les mutations sont d'ailleurs pas les mêmes, c'est à chaque fois des mutations différentes, peu importe. Eh bien, à part ces régions-là, où finalement les humains sont capables, beaucoup d'humains sont capables de digérer ce lactose et peuvent consommer du lait à l'âge adulte sans perturbation intestinale, eh bien, pratiquement partout ailleurs, les hommes ne peuvent pas. Alors, s'ils ont exploité en particulier au Proche-Orient. Alors, ça paraissait impossible que dans le tout début du néolithique, on ait consommé du lait alors que ça créait des dysfonctionnements intestinaux. Alors la question qu'on se posait, c'était de savoir quel est le rapport entre cette carte et puis le fait qu'on ait consommé du lait au néolithique. Et la première question, c'était à partir de quand et en quelle quantité a-t-on consommé du lait au néolithique? Parce qu'on était parti sur un a priori en disant non, c'est pas possible. Bon, à partir de quand est-ce que c'est vraiment pas possible? Alors, donc oui, ça c'est ce qu'on pensait il y a encore 15 ans. La consommation du lait serait tardif et localisée en Europe du Nord. Alors, moi j'ai participé à 2 gros projets européens sur cette question-là, qui sont achevés maintenant, et on était parti sur 3 marqueurs principaux. Alors, il y a le marqueur anthropologique, mais j'en parlerai pas parce qu'il y a Evelyne hier qui est au fond là-bas et qui répondra aux questions si vous en posez sur cette question-là, parce qu'elle est beaucoup plus au fait que moi. Et Laure Ségurel, pardon. Ils sont toutes les deux pour répondre aux questions. Merci. Nous, on est parti sur 3 marqueurs principaux. D'abord, est-ce qu'il y a des résidus de lait dans les vaisselles qui ont servi à... Je suis trop long, là. J'ai presque fini. Est-ce qu'il y a des résidus de lait dans les vaisselles qui ont servi à faire la cuisine au néolithique? Et on a regardé, avec mes collègues de Bristol, on a regardé des poteries, pas celle-là, elle est trop belle, on ne l'a pas cassée celle-là, mais des poteries toutes cassées, dont on a extrait les matières organiques qui restent absorbées, c'est-à-dire dans l'intimité de la structure minéralogique de la poterie, pour voir s'il n'y avait pas des protéines du lait. Et savoir si, en particulier, pas les protéines, pardon, les lipides du lait, et en particulier si c'était des lipides du lait ou si c'était des lipides des tissus adipeux. Bien sûr, il faut bien qu'on fasse la différence. On a regardé aussi, bien sûr, les ossements, en particulier les âges d'abattage. Alors, pardon, j'ai pas fait apparaître. Ouais, si, je vais revenir. Les âges d'abattage qui sont liés à des systèmes d'élevage particuliers. Quand on veut produire du lait, on n'abat pas les animaux de la même manière. Je vais y revenir. Et puis, on a regardé aussi le sevrage, la date à laquelle les animaux étaient sevrés.
et en particulier les bovins, avec des isotopes stables. Alors, je reviens brièvement avec un exposé un peu plus technique, mais vous allez comprendre, j'espère, sur chacun de ces 3 points. Ici, en fait, on a analysé un composant des lipides, et on a analysé à la fois la longueur de la chaîne moléculaire lipidique, qui diffère entre les tissus adipeux et le lait, entre les graisses des tissus adipeux et les graisses du lait, et on a analysé conjointement la valeur d'un isotope stable du carbone. Et en croisant les deux, on a, sur chacun de ces schémas qui correspondent à 4 poteries différentes, à 4 sites différents, chaque point c'est une poterie, on a ici par exemple des points qui se situent dans ces domaines hauts qui sont clairement liés à des cuissons de tissus adipeux, de graisse. Voilà. Ici, on a des choses un peu intermédiaires. Et là, où c'est souligné en couleur, eh bien, on a des graisses qui sont typiques du lait. Donc, on a plein de poteries néolithiques dans lesquelles on a des résidus d'exploitation laitière. Alors, il se trouve que là, les exemples que j'ai pris ne sont pas forcément très anciens. Si, ils sont assez anciens. Peu importe, je vais y revenir. Les profils d'abattage, maintenant. Voilà un profil d'abattage. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ici, vous avez l'âge de l'animal. Là, vous avez des pics qui correspondent à l'abondance d'animaux tués à cet âge-là. Donc, vous voyez que dans un profil typique, il y a évidemment beaucoup plus d'animaux jeunes qui sont tués que d'animaux âgés, le contraire étant totalement impossible, bien sûr. Et vous avez ici, finalement, un profil qui est typique. C'est sur des moutons d'une grotte du néolithique ancien du sud de la France. Vous avez ici un abattage très très fort sur des animaux qui ont entre 2 et 6 mois. C'est des animaux qu'on abat très vite. Une fois que la montée de lait de la mère est faite, on abat l'agneau. Bon, alors on attend qu'il soit un peu gros quand même, parce qu'on va le manger, on ne va pas le jeter. On attend qu'il soit un petit peu gros, mais on l'abat plus tôt on l'abat avant qu'il soit sevré, de telle sorte que la mère continue à faire du lait, et qu'avec la traite, finalement, on mime l'agneau, sauf qu'il n'est pas là pour manger le lait, et c'est l'homme qui le mange. C'est ça le système. Puis en plus, ici, il y a un pic relatif pic d'abattage des brebis, qui est un petit peu plus précoce que ce qu'on attend, parce que évidemment, des brebis qui donnent plus d'agneau, elles donnent plus de lait, et donc on les abat et on les mange. Donc voilà, ça c'est un profil d'abattage typique de l'exploitation laitière. Et puis dernière chose, sur des dents, j'ai expliqué à croissance prolongée comme cette dent de bovin, je crois que c'est une dent de bovin, eh bien on est capable de doser les isotopes. Alors vous voyez tous les petits traits là, des petites échelles qui sont là, c'est la main experte de Marie Ballas qui a découvert la méthode et qui l'a mise en œuvre depuis maintenant une bonne vingtaine d'années presque, qui a mis en place cette méthode de prélèvement sérié. En fait, chacun des petits prélèvements correspond à une époque de la vie de l'animal. Et comme la dent, elle pousse du bas, le plus ancien c'est en haut et le plus récent c'est en bas, donc on peut suivre la vie de l'animal en descendant cette échelle. Et chaque petit point ici, c'est le dosage d'isotope de l'oxygène 18. Et vous voyez que ce dosage isotope, finalement, il forme une sinusoïde. Cette sinusoïde, c'est tout simplement les saisons. Là, c'est l'hiver, et là, c'est l'été. Donc, on a un chronomètre sur cette dent. Et après, il suffit de doser d'autres isotopes stables pour savoir ce que l'animal mangeait en hiver, ce qu'il mangeait au printemps, etc. Et alors je vous passe les détails techniques, mais on peut reconstituer la saison de naissance de l'animal avec ce système-là. Et là, sur ce diagramme, vous avez plein de sites ici, on ne va pas les regarder en détail, vous avez un point à chaque fois pour une saison de naissance. Et vous voyez que ici, c'est 0, c'est le début de l'année. Là, c'est 12, c'est la fin de... non, je ne sais plus ce que c'est. Si c'est 1, c'est la fin de l'année, de 0 à 1, peu importe. Donc, grosso modo, vous avez l'hiver ici, le printemps par là et l'été, l'automne. Eh bien, vous voyez que sur certains sites, vous avez des naissances qui sont groupées. Et puis, dans d'autres régions, vous avez des naissances qui sont groupées, ou moins groupées, mais décalées selon les saisons. Et ça, c'est lié à la latitude principalement. Donc on arrive à connaître les saisons de naissance. Et ces saisons de naissance, elles sont elles aussi calées par l'éleveur en fonction de la volonté ou non de produire du lait. Donc ces 3 marqueurs-là vont nous permettre de reconstituer finalement l'histoire de l'exploitation et de la consommation du lait au tout début du néolithique. Alors voilà une carte de Méditerranée.
un article du deuxième projet européen que nous avons mené sur ce sujet. Vous avez un certain nombre de points, vous en avez là, 84, 83, 82, vous en avez là des points noirs. Voilà. C'est des points sur lesquels on n'a trouvé ni indice, ni résidus lipidiques dans la poterie, ni profil d'abattage témoignant de l'exploitation laitière. Donc sur ces sites-là, pas d'exploitation laitière, pas d'indice d'exploitation laitière. Et puis tous les autres points, mais ils sont recouverts par soit un gros carré, soit un gros rond, soit les deux, c'est-à-dire des résidus lipidiques de lait ou bien un signal d'abattage de très jeunes animaux. Eh bien, tous ces points-là, c'est des sites néolithiques dans lesquels on a exploité le lait de manière suffisamment massive pour que nous, on puisse le détecter à travers ces méthodes-là. Et vous voyez que ça démarre au Proche-Orient, avec des périodes qui sont aux alentours de 8000 ans avant Jésus-Christ, entre 7000 et 8000. Avant, il n'y a pas de poterie. Donc on est bien embêté. Ça, c'est encore un truc qu'il va falloir qu'on résolve un jour. Bref, mais aux alentours de 7000, il y a de l'exploitation laitière. Et puis vous voyez, dans toute la zone égéenne, mais quand même avec des espaces ici où il y a très peu d'exploitation laitière. Et je fais remarquer en particulier les Balkans du Sud, qui est une zone aujourd'hui considérée comme traditionnelle de l'exploitation laitière. Au début du néolithique, ben non. Pourquoi? On ne sait rien. Et puis des zones, alors là en particulier le midi de la France et la Catalogne, alors là c'est des zones d'exploitation laitière massive dès le tout début du néolithique. Donc l'idée que ça aurait commencé très tard, on peut oublier. Ça a commencé avec la domestication, avec les premiers élevages, dès le début du néolithique, et ça s'est transmis partout, avec des régions qui ont adapté plus ou moins à une production forte. Voilà. Maintenant, alors ça, c'était les moutons et les chèvres, parce qu'il y a très peu de bovins dans cette zone méditerranéenne. En Europe centrale, les animaux de l'élevage néolithique sont les bovins. Et on pouvait se poser la question aussi de savoir s'il y avait la même chose. Et ça, c'est l'article qui est sorti tout récemment de notre projet, avec finalement l'existence ici de ce qu'on appelle un pic d'abattage des animaux, des veaux, avant leur sevrage, qui permet de récupérer du lait. Et ça, c'est significatif aussi d'une exploitation laitière. Alors là, j'en ai mis deux. On en a étudié plein. On a mis tout ça sur un joli diagramme avec des belles couleurs, qui montre qu'on n'y comprend rien, ou pas grand-chose. Sauf que vous avez quand même ici les 8 Y, là, c'est plus de 8 ans. C'est des bovins abattus au-delà de l'âge de 8 ans. Là, entre 3 et 6 ans. Là, entre 6 et 8 ans, etc. Et c'est d'ailleurs pas hier, c'est une erreur, excusez-moi, c'est les mois. Là. Il y a une erreur, je rectifie ça. En tout cas, ce qui apparaît clairement, c'est qu'il y a beaucoup de systèmes d'élevage différents. Ils ne sont pas tous orientés sur la production laitière, donc il y a une diversité, une complexité là-dedans. Mais il y a un certain nombre d'élevages qui vont, comme le montrent ces deux pics-là, qui sont pris sur des sites vraiment à la racine, au tout début du néolithique d'Europe centrale. Eh bien, il y a beaucoup d'élevages qui sont mixtes, c'est-à-dire où on exploite la viande, mais aussi le lait, et de manière assez massive. Et ceci bien longtemps avant les 4000 avant Jésus-Christ, qui étaient censés être le tout début. Donc les premiers bovins domestiques d'Europe continentale, aux alentours, il y a 7600 ans, étaient exploités pour leur lait autant que pour leur viande. Donc ça y est, l'histoire elle est tracée maintenant. On va même un tout petit peu plus loin. En Pologne et puis maintenant en Allemagne, on a trouvé des vestiges de faisselles. Vous savez, c'est ces poteries perforées dans lesquelles on met à égoutter le caillot, une fois qu'on a fait cailler le lait, de telle sorte qu'on évacue le petit lait, finalement, et on va pouvoir faire vieillir, fermenter finalement ce caillot et faire du fromage. Alors ça, on le connaît depuis longtemps, et les premiers auteurs qui avaient décrit ça en Europe centrale avaient dit « Oh là là, mais il y avait de l'exploitation laitière il y a très longtemps », puis tout le monde leur a dit « Écoutez, dans des poteries à trous, on peut mettre à égoutter un tas de choses, donc il faudrait déjà que vous nous démontriez que c'était bien du lait qui était mis dans ces poteries à trous. » Et bien voilà, c'est fait. Notre jeune collègue Mélanie Salk, en 2012, a publié cet article dans Nature, où elle montre que les signatures lipidiques qu'il y a dans ces faisselles, vous les voyez ici, ça c'est le même diagramme que tout à l'heure, vous les voyez ici, c'est de l'égouttage de lait, c'est des lipides du lait. Et puis dans les pots de cuisson où on s'était dit, voilà, ils ont cuit plein de produits laitiers, finalement ils n'ont pas cuit beaucoup de produits laitiers, ils ont cuit des choses, des mélanges, il y a eu un peu de tout. Mais ce qui est important surtout, c'est que là on a la preuve que les gens faisaient des fromages au tout début du néolithique. Et ça, pour moi, ça éclaire en partie
cette histoire-là. Ça l'éclaire en ceci que il n'y a pas besoin d'avoir le gène de la lactase, enfin la persistance de la capacité à digérer le lactose à l'âge adulte au tout début du néolithique pour exploiter massivement le lait des animaux, parce que les gens ont tout naturellement et probablement dans de nombreux endroits consommé des produits laitiers sous forme fermentée, et dans les produits fermentés, il n'y a plus de lactose. Donc on comprend bien pourquoi on a pu exploiter le lait en quantité dans toute cette région-là dès le tout début du néolithique, sans pour autant que les gens aient cette capacité à digérer le lactose. Ils ont simplement évacué le problème en transformant le lait en produits fermentés, en fromage, et ils ont consommé des produits laitiers, sans que ça les rende malades. Mais alors, ce qu'on ne comprend toujours pas, c'est pourquoi, dans cette région-là, on a, enfin, Homo sapiens a sélectionné des lignées de plus en plus nombreuses qui sont capables de digérer le lait à l'âge adulte. Alors peut-être que Evelyne et Laure auront des solutions, mais moi, après une douzaine d'années de projets européens sur le lait, voilà ce que j'ai appris, mais je n'ai toujours pas répondu à la question de départ. Pourquoi est-ce que dans cette région-là, il y a des populations humaines qui ont une prévalence, qui ont sélectionné cette capacité, cette mutation finalement, à digérer le lait à l'âge adulte, c'est-à-dire à boire du lait, parce qu'on ne voit vraiment pas, s'ils ont tout transformé en fromage, on ne voit vraiment pas quelle a pu être la pression de sélection qui les a amenés à développer ce caractère. Voilà. Je conclue très rapidement parce que j'ai déjà été trop long, mais tout ça pour vous dire très modestement que j'ai essayé de vous expliquer un peu ce qu'on savait, ce qu'on avait appris récemment, mais vous voyez qu'il y a encore beaucoup de questions, que ça ne nous explique pas pourquoi aujourd'hui il y a un certain nombre de difficultés avec l'alimentation, en particulier laitière, etc. Mais ça vous explique, ça vous donne au moins la profondeur historique de ce questionnement. Ce n'est pas un questionnement de maintenant, c'est un questionnement qui existe, même s'il n'était pas conscient dans nos sociétés depuis des millénaires. Et en même temps, c'est toujours utile de comprendre d'où nous viennent ces capacités actuelles de consommer ou non tel ou tel produit d'origine animale. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Il y a déjà une première question. En fait, une sur la domestication des chiens. Certains chercheurs disent que le chien a été domestiqué dès 30-40 000. Point d'interrogation, et votre avis là-dessus. Et est-ce que si c'est le cas, on a mangé du chien il y a 20 000 ans, 30 000 ans, 40 000 ans? Et la deuxième, c'est est-ce qu'on a une idée de l'époque à laquelle, en Europe du Nord, on a acquis une persistance de la lactase? Alors, concernant le chien, on a mangé, il y a 30 000 ans, 40 000 ans, 100 000 ans, on a mangé des loups. Enfin, nos ancêtres ont mangé des loups. Est-ce qu'il y a... Ça, c'est déjà une première partie de la question qui est réglée. Et on a continué à en manger jusque très récemment, d'ailleurs. Maintenant, est-ce qu'il y a effectivement... alors, vous m'avez demandé mon avis. En fait, je ne vais pas vous donner mon avis. Je vais vous donner un état des connaissances, tel que je le perçois, bien entendu. Mais il se trouve que pourquoi l'homme n'aurait pas domestiqué le loup beaucoup plus anciennement que les 15 000 ans que j'ai annoncé tout à l'heure sur mon échelle de temps? Moi, je ne vois pas pourquoi. Franchement, si un jour on me démontrait que Néandertal a domestiqué le loup, ça ne me choquerait pas outre mesure. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'indice réel. On a des preuves qui sont partagées, je pense, par toute la communauté, qu'aux alentours de 15 000, 12 000, les premiers chiens apparaissent. Et ça, c'est incontestable, parce que c'est des tout petits loups, ils sont bien transformés morphologiquement, etc. Mais avant, on n'a aucun indice clair. Alors effectivement, il y a des travaux qui sont sortis durant ces 10 dernières années sur l'existence possible de loups domestiques aux alentours de 30-40 000 même. Moi, je ne veux pas dire j'y crois ou j'y crois pas, je veux simplement des preuves qui soient convaincantes. Et dans l'état actuel des données, ces preuves ne sont pas convaincantes. Pour la raison simple, c'est qu'elles ont été établies par des gens par ailleurs très sérieux et que je respecte beaucoup, mais elles ont été établies sur un référentiel de loups
qui n'est pas le référence, qui n'était pas d'une taille suffisante, si vous voulez. Ils ont pris au départ des loups qui sont, comment dire, des loups actuels ou récents qui sont dans nos collections ostéologiques. Et ils n'ont pas comparé avec des loups d'il y a 30 000 ou d'il y a 40 000 ans. Or, la variabilité du loup est quelque chose d'énorme à l'échelle géographique et à l'échelle temporelle encore plus. Et notre jeune collègue Boudadi Maligne, je ne sais plus son prénom, Myriam Boudadi Maligne, a repris ce travail à la lumière d'un référentiel beaucoup plus grand et a montré que finalement ces chiens potentiels de 30-40 000, ils différaient en rien des loups d'il y a 30 et 40 000. Donc pour l'instant, je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais je dis que je n'ai pas assez d'arguments pour me ranger à cette opinion, qui mérite quand même d'être creusée. Sur la deuxième question, c'était là justement une question de depuis quand cette capacité à digérer le lactose s'est-elle répandue. Alors on a déjà un premier questionnement sur est-ce que cette capacité préexistait même à un taux très faible chez les chasseurs-cueilleurs. On a très peu de données de paléogénétique sur les chasseurs-cueilleurs. On n'a pas d'indice actuellement, mais je pense que l'échantillon, enfin là je parle sous le contrôle de mes collègues qui connaissent ça mieux que moi, mais je pense que l'échantillon est encore un peu réduit pour qu'on puisse dire ça n'existait pas, c'est apparu de novo. Maintenant, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'entre cette très faible prévalence ou absence de capacité à digérer le lactose et la situation qu'on connaît actuellement en Europe du Nord, il s'est passé un phénomène de sélection de cette capacité, de ce gène, extrêmement rapide à l'échelle de l'évolution biologique. C'est vraiment extrêmement rapide. Et les données paléogénétiques sur le néolithique, pour l'instant, ne nous montrent pas qu'il y a une forte prévalence. Donc si ça se trouve, mais là encore, peut-être vous me compléterez, si ça se trouve, c'est quelque chose qui est plus récent. Nous, on est allé chercher dans des périodes très anciennes. Mais je pense qu'une des pistes, c'est justement d'aller chercher dans des périodes plus récentes. Là, on n'a pas vraiment regardé, parce que très probablement, la sélection de ce gène, elle est liée à des phénomènes qu'on n'a pas étudiés. Là. C'est passé dans le gros trou de la raquette pour l'instant. Mais peut-être que vous avez des compléments à apporter, Laure. Moi, juste un complément d'information plus informé que le mien. Et 5% d'individus qui sont positifs, et on le voit vraiment exploser à l'âge de fer. Donc à l'âge de fer, maintenant, on voit vraiment clairement des prévalences qui peuvent atteindre 20-30% des populations en fonction des zones géographiques qui sont positives. Donc là, c'est en séquençant vraiment des squelettes de toute cette période. Effectivement, pour le néolithique, on le voit absent. Ça ne veut pas dire qu'il était absent, ça veut dire qu'il était certainement à très faible prévalence. Mais on voit clairement que ça augmente un peu à l'âge du bronze et qu'à l'âge du fer, ça explose. Donc c'est un système qui est complètement différent de celui qu'on a exploré et qui mérite d'être exploré maintenant en détail. Bonjour. Pour rebondir là-dessus, est-ce qu'on ne s'est pas posé la question par rapport à l'alimentation des nourrissons et le fait de leur donner du lait de vache à la place du lait maternel? Et est-ce que ça n'a pas justement provoqué cette mutation en Europe, alors que dans les autres régions du monde, peut-être qu'ils n'ont pas été nourris avec du lait de vache et du coup, ils n'ont pas subi cette transformation? Moi, pareil, j'attendrai vos compléments d'information. Ma première réponse, ce serait de dire que ça ne change pas grand-chose, parce que le lactose, c'est du lactose. C'est un sucre très simple, finalement, et il n'y a pas de différence, à ma connaissance, une différence moléculaire entre le lactose du lait de femme et le lactose du lait de vache. En revanche, il peut y avoir des différences dans la composition du lait. Il n'y a pas que du lactose dans le lait. Donc, moi, je ne parle que du lactose. Mais je ne pense pas que ça puisse vraiment expliquer les choses. Et puis en plus, s'il y a eu une pression de sélection qui a sélectionné ce gène, c'est sur les adultes. C'est pas sur les nourrissons, puisque 99% des nourrissons sont capables de digérer le lactose. Donc, moi, je ne pense pas que... Mais peut-être qu'il y a d'autres réponses dans la salle, plus informées là aussi. En tant que pédiatre, les nourrissons ne sont
pas du tout adapté, ou plutôt le contraire, au lait de vache ou au lait de brebis et autres, qui n'est pas du tout adapté à leur croissance. Et il faut transformer ce lait, d'abord en le diluant et en le resucrant. Donc, dans les premiers mois de vie, on ne peut pas nourrir un petit d'homme avec du lait de vache. Et ça a créé des catastrophes dans des orphelinats et autres il y a 50 ou 60 ans. Et c'est pour ça qu'il y avait des nourrices. Oui, bien sûr. Donc, mais c'est pas une affaire de lactose, c'est une non, affaire non, c'est de pas charge du tout une affaire de lipidique, lactose, c'est une affaire de protéines. Et les animaux font du muscle, les petits font un peu de cerveau quand même. Ça leur arrive, oui. Sur les récipients destinés à contenir du lait avant l'invention de la poterie, quelles sont les pistes de recherche? Les outres, on pense à des peaux animales peut-être, non? Non, enfin, les peaux, malheureusement, la matière organique se conserve très mal, hein, et les peaux, on ne les a pas. Mais ce que j'ai essayé de convaincre depuis très longtemps mes collègues de Bristol, qui sont les biogéochimistes qui font ce travail-là, d'essayer de rechercher des résidus lipidiques dans les vaisselles de pierre, puisqu'en fait, avant la poterie au Proche-Orient, on utilise de la vaisselle de pierre. Et c'est un sujet très complexe sur le plan technique, donc ils s'y sont jamais lancés, mais j'espère qu'un jour on avancera un peu là-dessus. Merci. À propos de la domestication du chien, vous avez insisté sur le fait qu'il y avait mutualisation lors des domestications d'animaux. Est-ce que le chien n'a pas participé à sa domestication parce qu'il était attiré par l'homme, ses déchets, etc. Enfin, c'est une thèse qui est défendue, elle reste valable. Oui, absolument. Si vous voulez, quand j'ai parlé de relations écologiques, c'est ça que j'évoquais, j'ai pas développé, mais c'est ça que j'évoque. Il y a entre le loup et l'homme, depuis des millénaires, des dizaines de millénaires, il y a un certain nombre de relations écologiques. Ce sont des chasseurs qui chassent en groupe, sociaux, qui chassent à peu près la même gamme de gibier. Donc ils vont se retrouver en compétition sur les mêmes gibiers, ou en complémentarité sur les mêmes gibiers, c'est-à-dire qu'on connaît des cas avérés d'abattage d'un loup, d'une proie par l'homme, et les loups finalement attendent leur tour, comme d'ailleurs beaucoup de charognards, la réciproque n'étant pas à exclure non plus, le charognage humain, même si on a très peu d'éléments sur les périodes récentes là-dessus. Donc il y a une relation écologique, et le fait que le loup ait pu s'approcher des villages simplement pour profiter des déchets humains est quelque chose qui est tout à fait envisageable. On a des indices très forts de ce rapprochement qu'on appelle par commensalisme. On a des indices très forts pour les sangliers, parce qu'on a des indices isotopiques, des marqueurs isotopiques qui montrent que les sangliers s'approchaient des villages des premiers agriculteurs et consommer les déchets d'agriculture. Donc cette voie commensale, qui est alors l'exemple emblématique, c'est le chat, parce que là c'est vraiment l'agriculture, les déchets d'agriculture qui attirent les souris, et les souris qui attirent les chats. Là maintenant on est à peu près tranquille là-dessus. Bon, cette voie du commensalisme est une voie qui est envisageable pour le chien, avec d'autres voies possibles aussi. Alors là après on est dans des scénarios, si vous voulez, et archéologiquement il faut qu'on ait la preuve, il faut qu'on ait les moyens de le démontrer. Pour l'instant, j'en reste au scénario parce que je ne sais pas tellement quel élément technique, à part des marqueurs isotopiques, comme pour le sanglier, quel élément technique va nous permettre de trancher entre les différents scénarios. Mais c'est des scénarios qui, sur le plan écologique et comportemental, sont tout à fait envisageables, bien sûr. Oui. J'ai une petite question sur ce que vous venez de dire avant de poser ma question. On ne peut pas voir sur les ossements des traces par les chiens, que les chiens auraient fait des traces, auraient mangé les restes humains, les restes de... Oui, tout à fait. Alors, ça aussi c'est compliqué, parce qu'on connaît un certain nombre de sites de grottes en particulier qui ont été fréquentés alternativement par des hommes et des loups.
durant tout le paléolithique. Hein, c'est pas simplement du sapiens, c'est aussi Néandertal, etc. Et donc on a des traces de morsures sur certains os qui ont été, qui sont des déchets d'alimentation humaine, mais on peut pas, on n'a pas la preuve que ça s'est fait dans le même temps, quoi. Ça peut être une succession sur le même lieu. En même temps, les traces de carnivores sur les déchets alimentaires des chasseurs-cueilleurs, il n'y en a pas beaucoup, sauf dans ces cas-là. Alors que dès qu'on passe au néolithique, enfin non, dès qu'on arrive dans des périodes où il y a effectivement des chiens dans les campements, c'est-à-dire même avant le néolithique, alors là, les traces de consommation, des traces de morsures, de grignotage sont massives. Il y a une chose qui est frappante, c'est que nous autres archéozoologues, en général, il nous manque dans nos assemblages les extrémités, l'os spongieux, hein, les extrémités articulaires, parce qu'elles sont rongées par les chiens systématiquement. Il y a quelques exceptions quand on est sur une île où il n'y a pas de chiens, comme c'est le cas à Chypre à une certaine période. Alors on est sidéré parce qu'on a les os entiers, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Simplement, il n'y a pas de chiens. C'est tout. Sinon, donc, ma question, c'était par rapport aux récipients. On ne voit aucune différence de taille, de morphologie ou de type de matériaux entre ceux qui contiennent du lait et ceux qui n'en contiennent pas? Alors, il y a les faisselles. Bon, ça, pour le coup, c'est clair. Mais pour les autres poteries, on n'a pas véritablement identifié dans les séries qui ont été étudiées, hein, bien sûr, on n'a pas vraiment identifié le grand bol qui avait pu contenir du lait. Alors cela dit, si le grand bol il a contenu du lait et que le lait n'a pas été chauffé, il y a peu de chances que les lipides du lait soient absorbés dans la poterie, donc on n'a pas forcément des traces. Et on a souvent ces signatures intermédiaires que j'ai montrées là, qui sont liées au fait qu'on a cuit dans les mêmes récipients du pot-au-feu avec de la graisse de tissu adipeux et puis peut-être du lait aussi. Donc c'est plutôt des récipients qui ne sont pas forcément spécialisés, enfin qui ne semblent pas être spécialisés techniquement par rapport à leur forme. Il doit y avoir quand même un certain degré de spécialisation. C'était la dernière question? Non, là voilà la dernière question. Merci. Bonjour. J'avais dans l'idée que l'humanité s'était sédentarisée parce qu'elle cultivait des plantes qui ne se déplacent pas. Et vous avez dit dans votre exposé, il me semble qu'on s'est sédentarisé avant de cultiver les plantes. Alors, est-ce qu'on sait aujourd'hui qu'est-ce qui pousse les gens à se sédentariser? Ah, ça c'est une belle question. Déjà, ce qu'il faut, c'est un peu comme pour tout ce que je vous explique aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on arrive à se départir de notre façon occidentale de voir les choses. Pour nous, la sédentarité, c'est d'avoir une maison et puis d'y habiter un temps long, éventuellement de déménager, etc. La sédentarité, dans énormément de systèmes socio-économiques, c'est une sédentarité relative. En d'autres termes, c'est pas le village dont je vous ai montré la grande maison ronde. Là, moi, j'en fouillais un comparable à Chypre. Ce village, maintenant, on sait qu'il a vécu 80 ans. Alors, c'est un village sédentaire, c'est-à-dire que la majorité des gens qui dormaient là la nuit, partons de ce principe simple, dormaient là pratiquement toutes les nuits, mais il y en avait peut-être qui allaient faire autre chose ailleurs pendant un certain temps, qui étaient donc plus mobiles, ça on ne sait pas. Mais au bout de 80 ans, hop, ils s'en vont. Et un village néolithique, que ce soit au Proche-Orient il y a 10 000 ans, 11 000 ans, ou que ce soit sur les bords du lac de Chalin dans le Jura il y a 6 000 ans, c'est un village qui bouge tout le temps. C'est-à-dire que la durée de vie finalement du village en un lieu donné est courte. Donc il y a déjà une certaine mobilité. Il y a une mobilité partielle de la population, il y a une mobilité du village lui-même, et ce n'est pas ce qu'on va avoir ensuite avec le système urbain, où finalement on a pendant des siècles et des siècles une vraie sédentarité d'une très grosse masse de population. Donc déjà cette idée de se dire que la sédentarité c'est un mot qui est trop simple pour décrire cette grande diversité, ça nous amène à réagir autrement. On peut cultiver sans être complètement sédentaire. C'est-à-dire qu'il faut évidemment que pendant le temps du cycle de vie des plantes qu'on cultive, il faut qu'on soit là au moins à la semaille et à la récolte, mais entre les deux, pas forcément. Ça dépend ce qu'on cultive, comment on le cultive. On peut faire aussi de l'arboriculture, c'est-à-dire que finalement, on a un espace très grand, on bouge tout le temps, mais finalement, on soigne certains arbres dont on va récupérer les fruits. Donc ça veut dire qu'on peut aussi être mobile. On peut aussi pratiquer de l'élevage sans être agriculteur.
Donc, ce qui fait qu'on peut bouger avec les animaux, et les animaux, ça bouge naturellement. Si on ne les fait pas bouger, on va louper son élevage, enfin, surtout avec des animaux relativement rustiques, qui ont besoin d'une grande diversité, d'une grande taille de territoire, d'une diversité alimentaire au fil de l'année. Donc là encore, il va y avoir de la mobilité, et ce ne sera pas forcément de la sédentarité. Alors il y a des endroits, clairement, au Proche-Orient, où la sédentarité s'installe sans qu'il y ait élevage et agriculture. Donc ça pose une question. C'est quoi cette sédentarité? Pourquoi les gens se sont rassemblés? Moi, j'aime assez l'hypothèse d'Alain Testard, qui dit que finalement, on s'est rassemblés pour pouvoir partager des tâches. Ça a été repris récemment par Yann Oder, que je trouve avec des arguments ethnographiques assez intéressants. Finalement, il y a des saisons dans l'année, en particulier, où les tâches de récolte, parce que même si on est cueilleur, eh ben, les céréales elles sont mûres au même moment, quoi. Donc des périodes de l'année où il faut récolter et stocker. Et ça se fait mieux si on regroupe différents groupes humains qui vont se partager le travail et puis qui vont éventuellement assurer un stockage commun. Je pense que c'est le sens des premiers hameaux, puisqu'il n'y a pas de bâtiments collectifs, tu as des premiers hameaux du Proche-Orient entre 14 000 et 11 000. Mais ça fait quand même 3 000 ans pendant lesquels ces gens-là étaient en partie sédentaires, sans être agriculteurs, sans être éleveurs. Donc il y a beaucoup de situations très différentes. Même au néolithique, dans le sud de la France, au tout début, c'est vraiment une sédentarité. Il y a des villages. Et puis un millénaire plus tard, au néolithique moyen, on n'arrive plus à trouver de villages. On ne sait pas où ils sont. Ils bougent. Les gens bougent beaucoup. De l'autre côté des Alpes, en Italie, à 200 km de là, il y a des très gros villages, très solides, et dont on sent qu'ils sont pérennes sur plus d'un siècle. Donc c'est des systèmes à chaque fois qui sont adaptés à une structure sociale, à un ensemble de ressources, à des cycles saisonniers, peut-être à l'appartenance de groupes plus larges aussi, parce qu'on voit rapidement apparaître, même dans des villages très très anciens, des systèmes de festins, où manifestement il y a beaucoup plus que la population du village qui est venue manger en un temps très court au même endroit des quantités considérables de viande, et peut-être d'autres choses. Donc tout ça, ça intervient dans ce système complexe. Et cette sédentarité, il faut la prendre avec... Mais globalement, elle est plus importante chez des éleveurs et des agriculteurs que chez des chasseurs-cueilleurs, c'est clair. Ça pourrait être un très beau thème pour une autre conférence. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.